Bonsoir à toutes et tous. Nous allons pouvoir démarrer notre séance par l'appel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames et Messieurs, Brigitte Jallet. Présente. Yassine Bazungula. Catherine Girard. Présente. Christophe Lavial. Présent. Véronique Buridago. Présente. Frédéric Chéneau, qui devrait arriver. Colette Martin-Chabert. Patrick Lalande. Franck Fradin. Présent. Maxime Villouin. Christophe Cizaret, qui donne pouvoir à Véronique Buridago. Blaise Aurélien Kamenje-Chokobou, qui donne pouvoir à Yassine Bazungula. Anne-Marie Accard. Romain Mercier. Céline Roussilla, qui donne pouvoir à Pierre-Cécile Ruffieux-Monnier. Pierre-Cécile Ruffieux-Monnier. Ghislaine Hureau. Jawad Boyadine, qui donne pouvoir à Brigitte Jallet. Léa Aubourg-de-Vergne. Jean-Claude Marino. Florence Moreau. Timothée Lucius. Laurence Lemay. Mehdi de la Rochefoucauld, qui donne pouvoir à Colette Martin-Chabert. Laurence Adreau. Lydie Perrin. Jean-Emmanuel Rennelier. Pascal Javois, qui donne pouvoir au même Jean-Emmanuel Rennelier. Karine Prigent, qui donne pouvoir à Jean-Noël Robin. Saad Ouarab. Jean-Noël Robin. Christine Bourret et Karine Tafoureau. Je vous remercie. Merci. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir désigner le secrétaire de séance. Et je vais proposer un autre Benjamin, Monsieur Lucius. Merci. Nous avons donc à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 25 novembre. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Je peux moi aussi refaire à chaque fois la même réponse, mais je suis désolée de vous contredire, Monsieur Rennelier. On est bien dans le cadre, le nouveau cadre en tout cas législatif. En dehors de ça, des remarques? Non. Donc je soumets au vote. Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Merci. L'approbation donc du procès-verbal du Conseil de décembre se fera sur une séance ultérieure, donc c'est retiré de l'ordre du jour. Nous allons pouvoir présenter ce que l'on a déjà abordé lors d'un précédent Conseil municipal à l'automne 2022. J'avais évoqué la mise en place d'un plan de sobriété énergétique. Au-delà de ce qui est déjà fait et qui n'était pas forcément formalisé dans le cadre d'un plan d'action, nous venons aujourd'hui présenter plus précisément les actions qui, pour certaines, je disais, sont déjà mises en œuvre et pour d'autres qui vont se réaliser à court et moyen terme. C'est important parce que, au-delà de la conjoncture actuelle, Saint-Jean-de-Bray est inscrite dans une démarche des villes en transition maintenant depuis plusieurs années. Donc il y avait déjà ces réflexions-là qui étaient engagées, mais au-delà de ça, la conjoncture nationale et internationale, à l'automne dernier, nous a effectivement amené à penser les choses différemment, à Saint-Jean-de-Bray, mais plus largement, au niveau de la métropole également, pour réduire des consommations et également faire face aux dépenses et donc à l'inflation. Le plan d'action, il vous est proposé, en tout cas présenté aujourd'hui, je l'indiquais. Il sera articulé autour de 3 axes, notamment concernant l'ingénierie et l'accompagnement, un autre axe relevant de la sobriété dans les bâtiments, et puis un autre concernant la sobriété dans les consommations. Donc c'est un plan d'action qui est au-delà de la collectivité, vous le verrez par la suite. Donc je le disais, des actions qui relèvent donc du volet écologique et économique, avec des éléments
qui nous semblaient être fondamentaux à retenir, c'est-à-dire être exemplaires, visibles, cohérents, en accompagnant évidemment les différents partenaires et les habitants et les agents de la collectivité au changement, de mesurer les impacts et de valoriser les actions qui sont et qui seront mises en place. En chiffres, on vous le donne, la consommation énergétique de la ville s'élève donc à 9 400 MWh, ce qui représente presque 1 million d'euros TTC. Et pour les 128 bâtiments qui appartiennent à la collectivité. Concernant le premier axe, ingénierie et accompagnement, il s'agit évidemment d'une démarche. On s'est engagé en 2022 pour obtenir le label climat, air, énergie, avec cette année l'appui d'un conseiller pour faire l'état des lieux. C'est évidemment le préalable pour viser le label, avec un programme d'action qui sera défini, que nous évaluerons tous les ans. Et notamment, on pourra évoquer ces éléments-là dans le cadre de la feuille de route du plan d'action Ville en transition, qui vous sera présenté lors d'un prochain conseil municipal. Mais d'ores et déjà, on a inscrit la démarche de Saint-Jean-de-Bray sur des thématiques annuelles, cette année étant l'année de la biodiversité. L'année 2024 sera celle dédiée à l'énergie. Donc on sera en mesure de valoriser des actions plus importantes concernant les économies d'énergie en 2024. Je le disais, c'est aussi du coup accompagné au changement, donc le changement des comportements, évidemment vis-à-vis des agents, mais aussi des partenaires. Il y a des démarches en cours sur l'utilisation des différents outils et aussi vis-à-vis de notre service reprographique, d'aller vers des réductions. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, de nommer des référents sobriété, d'intégrer des formations qui sont liées à la préservation des ressources et des économies d'énergie. Je ne vais pas forcément tout vous citer, vous avez le document. On a recruté des services civiques ambassadeurs de la transition écologique. Et puis, ce qui est en cours, ce sont aussi des actions du groupe d'agents Ville en transition et puis l'accompagnement des éco-délégués en partenariat avec les établissements scolaires. Là aussi, ce sont déjà des choses qui sont en cours. Et puis, donc, concernant la gestion des énergies, on s'appuie sur le schéma directeur immobilier qui a été réalisé l'année dernière. Là aussi, ça nous permet d'avoir des indicateurs précis sur l'état de nos bâtiments et donc du coup des rénovations à prévoir dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement. Et d'autre part, inciter la construction de bâtiments plus performants, notamment dans le cadre de la commande publique, et puis dans les orientations d'aménagement de programmation, les OAP. Ça aussi, c'est déjà en cours. Il y a notamment eu l'année dernière un travail collaboratif avec les habitants dans le cadre de l'aménagement de la ZAC du Grand Hameau pour écrire un cahier de maîtrise d'usage qui vient donner des prescriptions aux promoteurs pour aller encore plus loin dans la performance énergétique des bâtiments à construire. Le deuxième axe est sur la sobriété dans les bâtiments. Ce sont là des choses que j'avais effectivement déjà annoncées à l'automne dernier, donc avec pour certains bâtiments des baisses de température. Dans les bâtiments municipaux, nous sommes donc maintenant à 19 degrés. Dans le dojo et salle de gym à 18 degrés. Dans les bâtiments accueillant des activités sportives calmes à 16 et celles où il y a des activités plus intenses à 14. Nous avons maintenu à 20 degrés dans les écoles et dans les structures petite enfance. C'est intéressant de le dire aussi, mais qu'il faut arrêter le chauffage dans les lieux inoccupés. Ça, ce sont des choses qu'il faut effectivement rappeler, qui s'étaient peut-être oubliées.
de réduire les périodes de chauffe, d'interdire l'utilisation des chauffages d'appoint. Il y a eu des visites dans tous les bâtiments scolaires pour aller récupérer ces chauffages d'appoint et dans les écoles également, sur certaines où il n'y avait pas forcément de nécessité. Climatisation, c'est pareil, une régularisation avec les températures quand les bâtiments sont occupés ou pas. Et puis, concernant l'eau chaude sanitaire, de couper l'arrivée d'eau chaude dédiée au lavage des mains, hors activité de santé et sociale et enfance, et puis de généraliser, c'était des éléments, d'ailleurs, je me souviens, en tout cas, Monsieur Renelier, que vous aviez évoqué, de progressivement installer des dispositifs hydroéconomes sur nos bâtiments et nos sanitaires. L'éclairage, donc l'extinction de l'éclairage extérieur des bâtiments municipaux la nuit, des équipements sportifs, de remplacer progressivement les luminaires énergivores. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait depuis plusieurs années, mais c'est évidemment le poursuivre. Nous avons d'ores et déjà limité la période d'allumage des décorations de Noël. On est passé de 2 mois et demi à 1 mois. C'est une réduction importante. Mais somme toute, nous avons eu une ville illuminée pour les fêtes et la période suffisait. Et par ailleurs, c'est aussi une sensibilisation des commerçants et des entreprises vis-à-vis de leurs propres bâtiments. L'éclairage public, on en avait aussi parlé à l'automne. Voilà, là, il y a eu des décisions sur chacune des communes pour éteindre l'éclairage. Il y aura sur 2023, alors c'est minuit, c'est arrêter l'éclairage entre minuit et 6 heures du matin sur Saint-Jean-de-Bray. Sur 2023, il y aura encore un travail d'harmonisation sur l'ensemble des 22 communes de la métropole et notamment concernant les axes structurants. Aujourd'hui, toutes les communes n'ont pas fait les mêmes choix et sur certains axes, ça peut être encore, pour les automobilistes, passer du jour à la nuit, ce n'est pas forcément non plus très sécurisant. Donc cette harmonisation-là, elle va avoir lieu cette année. Concernant la piscine, donc il y a eu une baisse d'1 degré des bassins et puis comme nous l'avons fait cette année et sur les années suivantes, il y aura une réflexion de fermeture de la piscine sur les périodes où il y a le moins d'activité. Le dernier axe étant d'être sobre dans nos consommations. Concernant la mobilité, donc avec alors ça c'est au sein de la collectivité, de favoriser des organisations donc de réunions en visioconférence. Alors la crise sanitaire évidemment nous y a aidés, mais d'encourager le télétravail. Un accord a été signé d'ailleurs avec les organisations syndicales et qui est mis en place sur la collectivité pour permettre à des agents de poser des journées de télétravail, évidemment en accord avec leur hiérarchie. D'augmenter progressivement le parc de vélos de la ville pour les agents et puis de favoriser le covoiturage et de former les agents à l'éco-conduite. Alors ça, ce sont des choses qui avaient, dans le cadre d'un séminaire de travail avec les agents de la collectivité à l'été dernier, avait aussi été proposé par les agents pour s'inscrire encore plus fortement dans la démarche de ville en transition. Donc on retrouve évidemment ces éléments-là. La restauration, ça s'était déjà réalisé, de favoriser l'approvisionnement local en lien avec la cuisine centrale, le syndicat intercommunal de restauration collective, et puis sur notamment le numérique. Alors c'est la suppression des panneaux d'information numérique dans la ville, c'est une dépense énergétique importante. Et nous faisons effectivement le choix de les supprimer, d'éteindre les écrans aussi dans les différents accueils municipaux et dans les bureaux, et de promouvoir les éco-gestes numériques. Alors ce n'est pas si simple, ça se fera au fur et à mesure, via de la formation et des actions pédagogiques auprès des agents des différents services.
Un exemple, la mise en veille automatique des photocopieurs et des vidéoprojecteurs. Voilà, on en revient à des choses qui peut-être se faisaient à une époque et qu'on a un peu oubliées, donc qui seront effectivement rappelées, et aussi peut-être travailler plus précisément dans le cadre du projet d'administration qui a commencé à se travailler, mais qui va vraiment être lancé sur l'année 2023, donc d'une façon collective avec l'ensemble des agents de la ville, pour pouvoir écrire ce projet d'administration qui est bien différent d'un projet de mandat. Il faut que l'administration ait son projet par ailleurs pour pouvoir mettre en place les actions au sein de la collectivité, et cette thématique sera évidemment prise en compte. Voilà, dans les grandes lignes, peut-être prendre des interventions si vous le souhaitez, et puis ensuite nous pourrons poursuivre avec l'ordre du jour. Monsieur Robin. Et sur le Conseil, au niveau des... c'est pas écrit assez gros pour moi. Des stations disponibles 24 heures sur 24, vous savez, pour les vélos. Dernièrement, il y en a une qui a été installée à Combleu. Est-ce que nous, il y en a une aussi à Chessy, qui a été installée il y a quelque temps? Bon, c'est à peu près dans le même ressort. On n'en a pas, ou on en a eu une, ou on en a une à Saint-Jean-de-Bray? Vous savez, c'est des stations 7 jours sur 7, on répare les vélos, ainsi de suite. Et là, ils en parlaient justement sur ce sujet. Ouais. Les Vélib, il n'y en a pas sur l'Est. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, justement, ils en parlaient, c'était un sujet. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils viennent d'en installer une à Combleu, pratiquant assez souvent le vélo. Je me suis dit, tiens, mais ça, c'est une initiative métropolitain, départementale. Non, privée. Est-ce que c'est de la réparation, une station de réparation? C'est des stations que vous trouvez sur les bords de Loire, principalement. Pardon? C'est pas une station. Ah non, ce dont vous parlez, c'est ce dont vous parlez peut-être. De gonflage, il y a quelques outils accrochés. Alors ça, c'est le département, c'est le Loiret qui en installe, en lien effectivement avec la métropole, dans le cadre de la Loire à vélo. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je vois qu'on en a 35 là, et la nôtre, elle est où? 35 sur l'ensemble du département. C'est ce que je lis, hein. C'est pour ça. Je vois que Comblé en a installé une il y a quoi? Il y a 8-15 jours. Oui. Non. Bon. Après, ça n'a pas une grande importance, mais c'était pour information. Oui, mais ces dispositifs-là, on les demande. On demande depuis plusieurs années, d'ailleurs, voir sur Saint-Jean-de-Bray, alors là, porté par Orléans Métropole, d'avoir des stations Vélib. Aujourd'hui, il nous est indiqué, il nous est répondu que c'est plutôt en centralité qu'il y a des besoins. Nous, on continuera d'indiquer qu'on souhaite qu'il y ait en tout cas une station sur Saint-Jean-de-Bray pour faire le lien évidemment après avec Orléans Métropole. Mais sur ces points dont vous indiquez, nous, il y a un projet qui a été retenu dans le cadre du budget participatif et qui effectivement sera réalisé. Donc c'est dans cet esprit-là de réparation de vélos à disposition du public. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, en fonction de toute manière des avancées, on reviendra vers vous pour faire état de ce qui a été réalisé ou qui reste à faire. Nous avons ensuite la présentation donc, des rapports. Donc, le rapport d'activité et de développement durable, alors c'est de l'année 2021 d'Orléans Métropole. Vous avez le document en pièces jointes. Il avait été présenté en instance à Orléans Métropole en novembre dernier. Je ne vais pas vous reprendre tout le document, mais
réévoquer quelques éléments phares, d'ailleurs que l'on peut retrouver page 2 et 3, sur le classement de la métropole au niveau national, donc le classement des villes où il fait bon s'installer, où Orléans arrivait effectivement en deuxième position, notamment sur les aspects de logement et d'activité économique en termes d'emploi. Sur le volet électrique, 2021 a vu arriver le tout premier bus 100% électrique Ivisar sur la métropole. Nous en avons quelques-uns en plus dorénavant. Le tri sélectif a été effectivement modifié. Il y a eu une simplification et un élargissement des consignes de tri, ce qui aujourd'hui amène à avoir des bacs jaunes très pleins et des bacs verts un petit peu moins pleins. Ça c'est quelque chose qui sera effectivement aussi revu par les services d'Orléans Métropole dans les années qui viennent. Au niveau de l'urbanisme, on finalisait la première étape du PLUM, du plan local d'urbanisme métropolitain, qui a été pour le coup validé en 2022. Concernant le tourisme, c'était l'ouverture donc du nouvel office de tourisme en cœur de ville. Sur la transition écologique, nous étions aussi en 2021 dans la continuité des assises de la transition écologique. Il y a d'ailleurs eu en 2021 l'organisation du village de la transition. C'était un temps de retour finalement plus détaillé du plan d'action d'Orléans Métropole à la population. La mise en place et le renouvellement du conseil de développement que nous avons d'ailleurs entendu lors du dernier conseil métropolitain, notamment sur les questions de santé. Et puis sur le végétal, l'ouverture donc de la Green Labo Village by CA, donc au sein du campus Xavier Belin, qui continue son développement par ailleurs. Et puis la poursuite de l'aménagement du parc de Loire au sud de la métropole. Voilà. Pour le reste, vous avez pris connaissance de l'ensemble du rapport. Il s'agit aujourd'hui d'en prendre acte. On poursuit sur les rapports de l'eau, de l'assainissement, des déchets. Et donc sur le rapport concernant le prix et la qualité du service public de l'eau, je donne la parole à Monsieur Marino. Merci. Merci Madame le maire. Donc vous avez dans l'ordre du jour le rapport détaillé de 2021. Donc je vais vous faire une présentation succincte. Tout le détail se trouve dans le dossier. Alors, concernant le rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable, c'est le rapport 2021. Donc voilà, quelques chiffres clés de l'année 2021. Donc, pas d'évolution notable là-dessus. 35 réservoirs. On a donc sur la métropole 87 733 branchements. C'est une augmentation de 30%, dont, et ça par contre c'est relativement important, dont 2508 branchements plomb qui restent encore en activité. Donc il y a une diminution quand même de 872. Alors pour la petite histoire, j'ai regardé un peu le détail parce qu'il me semble me souvenir qu'en l'année dernière, lors de la présentation, il en restait 6 sur Saint-Jean-de-Bray. Et là, j'ai trouvé dans le détail 1. Alors, ne me demandez pas où il est, je ne sais pas, mais dans le dossier, il en resterait 1 sur Saint-Jean-de-Bray. Alors, sur le plomb, près de 50% des branchements restants plomb sont sur la ville d'Orléans, pour dire.
Donc on a produit 18 889 700 mètres cubes, donc ce qui est une diminution par rapport à l'année précédente. Point important aussi, 100% de conformité microbiologique, comme en 2020, et 99% de conformité physico-chimique. Donc on a une amélioration par rapport à 2020 puisqu'on était à 98,9. L'amélioration est légère, mais enfin elle existe. Autre point, rendement du réseau moyen, il est de 87,5% contre 86,80 contre 85 en 2020. Prix moyen de l'eau, donc on est à 1,52,53 du mètre cube au 1er janvier et au 1er janvier 2022 contre 1,47,46 en 2021. Alors le rendement, moi je participe, enfin c'est un dossier que j'avais connaissance quand l'eau était encore sur Saint-Jean-de-Bray, parce que je venais à la commission annuelle en tant que comité de quartier. Et Saint-Jean-de-Bray, on a toujours essayé d'avoir un bon rendement concernant l'eau. On le demandait à notre délégataire, et après, quand c'était en régie, on a toujours travaillé là-dessus. Donc quand on regarde sur le graphique, on est voilà, dans les points relativement... On est dans les points hauts. Donc, avec une amélioration du rendement moyen, malgré tout, parce qu'un certain nombre de travaux ont été faits dans les différents secteurs sur la métropole. Alors, justement, je parlais des travaux. Donc, étape importante en 2021, ça a été la fin des travaux et la mise en service de l'usine de décarbonatation sur Saint-Jean-de-Bray. Donc voilà, qui a été inaugurée le 24 septembre 2022, mais qui fonctionnait, qui a été mise en service progressivement sur la fin de l'année 2020 et qui fonctionne depuis début 2022. En production, donc, dans les principaux travaux, on trouve le réservoir de la Chaux-de-Tuile, diagnostic de l'état de génie civil du réservoir, l'usine du Val et les travaux de réhabilitation de plusieurs ouvrages de production. Donc ça, c'est pour la production. En distribution, 2 km de réseau renouvelé et 969 branchements en plomb remplacés, je l'ai dit tout à l'heure. Donc 105 réparations de fuites sur les canalisations et 196 sur les branchements. Alors, un point sur les aspects financiers. L'encours, vous avez dans chaque commune le montant le prix de l'eau. Alors sur une facture la base du graphique est sur une facture de 120 mètres cubes. Voilà, on a un prix moyen de 183,4 TTC. Donc avec ce qui fait soit une hausse de 3,44%. Voilà. Donc on trouve Saint-Jean-de-Bray qui se trouve un tout petit peu au-dessus du prix moyen. Alors, concernant les chiffres, là, l'encours de la dette du budget, annexe, c'est 12 millions, contre 11 millions 9 en 2020, donc on n'a pas une progression énorme. La capacité de désendettement passe de 4,3 ans en fin d'année 2021. Donc, quand on regarde le résultat courant de fonctionnement, on a un résultat de 1,5 million. Et sur les investissements, on a un léger point négatif, mais qui est très très faible. Donc voilà pour la partie eau. Alors, donc c'est donc un dossier qui est
C'est donc quelque chose qui est traité au niveau de la métropole. Donc chaque commune ayant transféré la compétence en matière d'eau potable, ce rapport doit être présenté au conseil municipal qui en prend acte. Donc il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport sur la qualité, sur le prix et sur la qualité du service d'eau potable. Y a-t-il des questions? Merci. Jean-Claude. Non, je ne sais pas s'il peut y avoir des questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Renelier? Puisque vous nous avez expliqué que vous connaissiez bien le rendement, si vous pouvez nous expliquer ce qu'est le rendement de l'eau. Oui, ça c'est bien votre spécialité, des questions un peu, mais bon. Alors le rendement de l'eau, c'est-à-dire que c'est simple, c'est comme tout rendement, on a la même définition, c'est-à-dire qu'on produit, et puis il y a ce qu'on utilise, c'est-à-dire ce qu'on peut consommer. C'est la différence entre les deux, c'est-à-dire le reste, c'est les fuites de canalisation, c'est les points non raccordés, enfin où il n'y a pas de compteur, ça peut arriver, etc. Voilà. Donc la différence entre le mètre cube vendu et le mètre cube produit, ça s'appelle le rendement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, donc merci, on prend acte de ce rapport. Nous allons donc passer au rapport suivant concernant l'assainissement pour M. Marino. Oui. Donc, même démarche. Donc, concernant l'assainissement, donc points généraux, donc 6 stations d'épuration, plus de 2000 km de réseau, 336 postes de relèvement, et donc une progression de 1,5% d'abonnés, puisqu'on était en 2021, fin 2021, 80 393 abonnés. Alors, et donc 14,4 millions de mètres cubes assujettis à la redevance. Donc voilà. Et on a donc sur ce point 99% de conformité et on avait 100% en 2020. Le nombre de points noirs sur le réseau sont de 2 pour 100 km. Et là, il y a une augmentation de 12%. Et sur l'année, il a été renouvelé à peine 13 km de réseau d'eau usée en 2021. Et là, c'est une forte augmentation. Le bilan des travaux, donc 6,6 millions investis dans les travaux structurants, et donc 3,7 millions de travaux de réhabilitation ont été réalisés en 2021. Alors vous avez tout le détail dans le dossier, je ne sais pas, voilà. Et dedans, on a la réhabilitation à Saint-Loup, on a, voilà, notamment. Pardon ? J'étais alors ça, et donc on a la redevance assainissement avec, voilà, donc vous voyez les chiffres qui évoluent peu, puisque pour une facture de 120 mètres cubes, on passe de 1,90 à 1,93. Donc on est par rapport, vous avez l'indicateur qui vous donne sur les collectivités supérieures à 100 000 habitants, vous voyez, on est un peu en dessous. Et donc, on a une gestion financière saine avec une capacité de désendettement limitée à 1,7. Voilà pour cette partie-là. Et la deuxième partie, ça concerne les installations qui sont recensées, qui sont autonomes. Donc, parmi ces installations, il y a 1895 ont fait l'objet d'un contrôle, soit 94% des installations contrôlées au moins une fois. Et vous avez le détail sur la partie droite, contrôle de conception, les contre-examen de conception, contrôle de réalisation, voilà, contre-examen de réalisation, contrôle diagnostique et contrôle périodique. Voilà, ce qui fait un total de 264 contrôles. Alors,
dernière planche qui mérite, qu'il faut regarder. 69% des installations ne présentent aucun risque sanitaire ou environnemental. 22% des contrôles de conformité concluent à la présence d'une installation conforme à la réglementation. 47% des installations ne sont pas conformes, mais ne présentent aucun risque. Par contre, 31% des installations présentent un risque pour le milieu. Donc, ce qui est, j'ai plus les chiffres de l'année dernière, mais c'est 31%, c'est quand même significatif. Donc voilà pour cette partie. Donc même opération, il est proposé au conseil municipal de prendre acte. Est-ce qu'il y a du coup des remarques sur l'assainissement? Oui. Non. Bon, bah, écoutez, donc on prend acte. Merci, Monsieur Marino. Nous arrivons donc au rapport concernant la prévention et la gestion des déchets. Monsieur Fradin. Merci, Madame le maire. Donc quelques éléments marquants concernant l'année 2021. Je ne vais pas dérouler, vous avez tous les chiffres, mais juste revenir sur quelques éléments. Donc, comme Madame le maire le disait tout à l'heure, c'est l'extension de la consigne de tri au 1er février 2021, où maintenant on peut mettre 100% des emballages plastiques et des papiers dans notre poubelle jaune. Fait marquant, la diminution de moins 344 tonnes de déchets ménagers résiduels en 2021. L'augmentation donc du coût du fait de l'extension de la consigne de tri, l'augmentation du tonnage en multimatériaux, 1020 tonnes en plus au niveau d'Orléans Métropole. Augmentation de la récupération de verre avec plus 181 tonnes. Le réemploi également, où là on a une augmentation importante, plus 116%. Avec plus 143 tonnes. Et puis dans les déchetteries, donc là aussi une augmentation de plus de 20,5% avec presque 12 000 tonnes en plus dans les déchetteries et les végéteries. Je voulais revenir sur quelques éléments de contexte réglementaire qui fixent les objectifs pour les années à venir et qui sont régis par différents textes, notamment la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et puis le plan régional de prévention et de gestion des déchets qui fixe des objectifs pour les prochaines années. Par exemple, la production de déchets ménagers résiduels doit être diminuée donc sur la métropole de moins 15% en 2030. Le taux de valorisation des matières organiques, on doit passer à 65% en 2025 et 76% en 2031. Actuellement, on est à 54,8%. Les déchets enfouis, on doit diminuer de 50% les tonnages de déchets enfouis. La généralisation du tri à la source des biodéchets, voilà, à partir du 1er janvier 2024. La valorisation énergétique des déchets non recyclables également, qui doit atteindre un pourcentage de 70% en 2025. Le réemploi des déchets ménagers, 5% qui doit atteindre un pourcentage de 5% en 2030 sur tout ce qui est collecté. Et puis le développement de la tarification incitative, voilà, dossier qu'il faudra mener dans les années à venir. Juste un petit point d'honneur sur un de nos collèges abrésiens, puisqu'il y a eu un défi textile à destination des collèges d'Orléans Métropole, et le collège Saint-Exupéry donc a fini premier au niveau des collèges qui ont participé, puisqu'ils ont récolté 3188 tonnes et du coup ont eu un petit chèque de 750 € pour leurs activités au niveau du collège. Oui, qu'ils ont, oui. Voilà, c'était juste les petits points que je souhaitais mettre en avant ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Monsieur Renelier? Alors, l'unité de traitement des ordures ménagères propose à tout le monde de visiter le robot trieur
et j'ai eu l'occasion de le faire. Je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ces aspects techniques. Ça nous permet de voir. Et entre autres, il va y avoir une évolution importante sur le recyclage. Il semble que les magasins Carrefour, les magasins fabrico-marché, Intermarché vont récupérer les plastiques, ce qui va impacter directement l'économie des centres de tri, puisque ces plastiques seront récupérés en amont et ça fait partie des plastiques qui sont les plus valorisés. Donc il faudra anticiper dans quelques années, ou dans les 2 ou 3 prochaines années, cet aspect-là, qui va modifier l'équilibre économique de ces centres de tri. C'était juste une information complémentaire. Merci, Monsieur Renelier. S'il n'y a pas d'autres remarques, on prend acte de ce rapport. Nous passons donc à la délibération suivante. Il s'agit donc de l'aménagement et de la gestion du parc des Jardins de Miramion de Saint-Jean-de-Bray avec une restitution partielle de la compétence facultative. Et c'est M. Fradin qui nous présente cette délibération. Merci Madame le maire. Donc Orléans Métropole a été créé en 2017 avec un certain nombre de compétences obligatoires et puis a décidé en novembre 2017 de rajouter des compétences facultatives. Puis en février 2019, 3 autres compétences ont été rajoutées à Orléans Métropole. C'était le soutien aux clubs sportifs de haut niveau, la coordination des projets d'installation et de maintien des professionnels de santé et l'aménagement et la gestion du parc des Jardins de Miramion de Saint-Jean-de-Bray. Donc cette compétence avait été prise par Orléans Métropole en accord bien évidemment avec la ville de Saint-Jean-de-Bray suite à de nombreuses discussions, car il y avait une cohérence avec la politique qu'Orléans Métropole souhaitait mener, notamment en lien avec le parc floral d'Orléans-la-Source, puisque Orléans Métropole souhaitait avoir sur le territoire des 22 communes, ou de certaines de ces 22 communes, avoir d'autres jardins et pouvoir accueillir des touristes. Voilà. Voilà, les choses ont un petit peu changé. Or, la ville d'Orléans souhaite reprendre la compétence du parc floral d'Orléans-la-Source. Donc, du coup, il n'y a plus de cohérence avec ce qui était prévu à l'origine. Et la ville de Saint-Jean-de-Bray donc souhaite continuer de travailler sur les jardins de Miramion, notamment en réalisant donc une étude pour définir le programme d'aménagement, donc ce qui était convenu avec Orléans Métropole, mais qui n'a pas pu voir le jour jusqu'à maintenant. Donc du coup, c'est la ville de Saint-Jean-de-Bray donc qui reprend la maîtrise d'ouvrage unique. Voilà. Résumé. Merci, Monsieur Fradin. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Non. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Donc à l'unanimité, merci. Le point suivant étant donc le soutien à la lutte contre le frelon asiatique. Donc une aide financière pour la destruction de nids sur le territoire communal, la reconduction du dispositif pour 2023 et la modification du règlement régissant les modalités techniques et financières d'attribution. Et je donne la parole à Madame Perrin. Madame le maire. Alors, chaque printemps, les reines fondatrices rescapées de l'hiver fondent de nouveaux nids de frelons asiatiques. Ceux-ci attaquent principalement les abeilles domestiques et les maires sont régulièrement sollicités par les administrés pour, dès qu'ils observent des nids à proximité. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a un grand nombre d'espèces exotiques, qu'elles soient végétales ou animales, qui, comme le frelon asiatique, se propagent. Les impacts négatifs potentiels ou avérés en matière de biodiversité, d'économie ou de santé publique constituent aujourd'hui la 3e menace pesant sur la biodiversité mondiale après la destruction des habitats et la surexploitation des espèces. La ville de Saint-Jean-de-Bray soutient depuis plusieurs années activement la préservation de la biodiversité locale
et à ce titre un acteur incontournable dans la lutte contre le frelon asiatique sur son territoire. Il est proposé au conseil municipal de reconduire en 2023 le dispositif d'aide financière pour la destruction de nids de frelons asiatiques dont la présence est constatée sur les domaines privés des habitants, propriétaires fonciers ou entreprises implantées sur le territoire abrésien. L'aide, à hauteur de 50% du montant TTC de la prestation de destruction dans la limite des crédits votés au budget 2023, sera versée bien évidemment après la réalisation de l'intervention. Alors, quelques données complémentaires. En 2022, 5 aides ont été accordées à des habitants. La ville de Saint-Jean-de-Bray, quant à elle, a procédé à la destruction de 6 nids de frelons asiatiques sur le territoire, sur le domaine public. Deux interventions un peu en marge. L'association de l'abeille abrésienne participe activement à la destruction des frelons asiatiques en installant des harpes à proximité des ruches. Et le groupement de défense sanitaire 45 a entrepris une cartographie des nids pour cibler les zones à piéger en priorité au printemps. Ceci exposé, considérant l'engagement de la ville de Saint-Jean-de-Bray dans la préservation de la biodiversité, que l'aide accordée peut contribuer à la diminution de l'impact du frelon sur la biodiversité locale, il est proposé au Conseil d'approuver la mise en œuvre d'une participation financière de la ville à la destruction des nids pour 2023, selon les conditions et modalités qui figurent dans le règlement qui est joint à la présente délibération. Voilà. Merci. Et oui, donc Monsieur Robin. Madame le maire, harpe, qu'est-ce que c'est? Je vais laisser Madame Perrin vous répondre. C'est un dispositif qui a vraiment la forme d'une harpe. Hein. C'est un cadre en bois avec des filaments qui sont disposés à espace régulier à l'intérieur de ce cadre, qui laisse passer les abeilles qui vont vers la ruche, mais qui ne laissent pas passer les frelons. Les frelons sont, entre guillemets, électrocutés, on va dire comme ça. La harpe est posée sur un plateau dans lequel il y a de l'eau, et donc le frelon asiatique meurt. Voilà. Et donc ça évite effectivement que les ruches soient attaquées par les frelons asiatiques. Et c'est un dispositif qui fonctionne bien. Merci de ces éléments. Oui, Monsieur Fradin. Et juste pour compléter l'intervention de ma collègue, il y a eu lors du dernier budget participatif un projet qui avait été déposé justement concernant les harpes pour mettre à disposition des apiculteurs amateurs sur le territoire, et ce projet a été retenu par les Abrésiens. Donc il y a une somme de 3 000 € pour la fabrication de harpes qui a été actée. Voilà. Donc c'est l'association L'Abeille Abrésienne qui va gérer la fabrication et la mise à disposition des harpes. Merci pour ces compléments d'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, merci. Délibération suivante, les travaux de mise en accessibilité de la halle des sports avec une autorisation de travaux, Madame Bury-Dago. Merci Madame le maire. Donc comme vous le savez sans doute, la halle des sports est identifiée comme centre de préparation aux Jeux pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Donc elle est donc susceptible de recevoir une équipe. Susceptible. Et dans ce cadre, des travaux de mise en accessibilité de l'équipement doivent être réalisés. Et pour cela, il y a besoin d'une autorisation de travaux à déposer et à obtenir avant de pouvoir les mettre en œuvre. Et compte tenu de ça, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à déposer la demande d'autorisation de travaux portant sur la mise en accessibilité de la halle des sports et d'autoriser Madame le maire à signer les documents correspondants.
Pour complément, en janvier dernier, en janvier 2022, nous avions approuvé le projet de réhabilitation de la halle des sports. Voilà. Merci. Monsieur Robin. Madame le maire, l'accessibilité à la halle des sports, très bien, mais l'entretien, ça serait mieux. On a des fuites sur la verrière de la salle de danse, ça fait des mois, et ça fuit toujours. Comme aussi des infiltrations au niveau du parquet, au niveau de la grande salle de basket. Pareil, la même chose. Mais la salle de danse, ça fait des mois qu'on réclame et rien ne bouge. Ça, il faut le savoir. Madame Buridago. Alors, ça vous remonte pas ou pas, mais là, j'en profite. Si, c'est remonté et ça a été budgété sur le prochain budget. Donc, il y a 300 000 € qui sont prévus pour la réhabilitation du parquet, mais ça ne dépend pas du même chapitre budgétaire. 30 000 € pour l'éclairage LED de la salle de basket, 30 000 € également pour la remise aux normes des panneaux de basket et 73 500 € pour la maîtrise d'œuvre pour la réparation des toitures. Voilà. Et il y a des demandes de subventions, 250 000 € demandés pour des subventions auprès du département et 150 000 auprès de l'État. Donc ces demandes étaient effectivement bien remontées, bien prises en compte. Ça nécessite effectivement une expertise des services pour pouvoir après aller flécher les bonnes sommes et les inscrire au budget. Donc voilà, c'était bien des choses qui étaient remontées et qui sont maintenant planifiées et budgétées. Monsieur Robin ? Vous m'avez dit, Madame Buridago, le parquet, 300 000 €, c'est ça? On le refait de nouveau? Ça n'a pas tenu la réparation qui a été faite lors de l'inondation, donc. Ben non, parce que quand il est de nouveau dégradé par des infiltrations, comme on disait. Par infiltrations ou inondations, et là il nous faut effectivement le reprendre en totalité. Donc c'est pour ça qu'il y a les travaux, notamment sur la toiture, qui sont budgétés, parce que c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut intervenir en premier. Mais on va pouvoir prévoir pour que ça ne recommence pas, parce que là ça fait quand même 2 fois le parquet. Eh bien, avec déjà les inondations liées aux fuites sur la toiture, une fois que les travaux réalisés sur la toiture, il n'y aura plus de fuite, en tout cas à ce niveau-là. Après, sur des inondations sol avec de l'eau remontante, j'espère pas qu'on reconnaîtra, comme on a pu connaître à certaines années, des pluies importantes qui ne fassent déborder. Et dans ces cas-là, de toute manière, les uns et les autres, nous n'avons que peu de levier d'action quand ça arrive. Mais en tout cas, quand c'est on espère, oui, que quand le bassin sera réalisé, et c'est pas qu'on espère, ça doit, c'est bien l'objectif de ce bassin. Mais... Oui, et les demandes de subventions ont été effectuées aussi dans le cadre de la préparation budgétaire, dépenses et recettes en face. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ? Non, donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante concerne une subvention de projet à l'association Les Casseroles. Je cède la parole à Monsieur Ruffieux-Aumonier. Merci Madame le maire. Donc l'association Les Casseroles organise tous les 2 ans, normalement, un festival de musique actuelle. Après 4 années d'interruption due à la pandémie, elle organise donc à nouveau cette manifestation le samedi 2 décembre 2023 au Cirque Grus. Le festival comportera une partie gratuite en après-midi jusqu'à 18h pour un public plus familial et une partie payante en soirée comportant 3 têtes d'affiche. 3 têtes d'affiche qui viennent d'être révélées puisque le programme officiel sortira demain. Donc nous l'avons en primeur. Il y aura Elmer Footbeat, Chili Dogs et Tagada Jones, qui sont des groupes un petit peu anciens, va-t-on dire, mais qui sont toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'ils ont été créés il y a quand même un certain temps, mais qui sont toujours d'actualité, qu'ils marchent bien. Donc l'association sollicite une subvention exceptionnelle
de 4 500 € pour mener à bien son projet. Ceci étant exposé, après avis favorable de la commission compétente, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de la subvention exceptionnelle d'un montant de 4 500 € à l'association Les Casseroles pour leur permettre de réaliser ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Nous avons hâte. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Ensuite, il s'agit donc d'une délibération concernant la prestation de services de gardiennage et de surveillance et une autorisation de signer l'accord cadre. Monsieur Lavial. Oui, merci Madame le maire. Donc, c'est une consultation qui porte sur les prestations de surveillance et de gardiennage pour l'ensemble des configurations dans lesquelles nous avons besoin de gardiennage. Donc, surveillance de bâtiments, des contrôles d'accès dans les différents lieux, des surveillances du bon déroulement de nos manifestations, tous les événements ou les établissements recevant du public. Cette consultation prend la forme d'un accord cadre à bon de commande, conclu avec un opérateur unique, avec, vous avez les minimums et maximums, un montant minimum annuel de 2 000 €, un montant maximum annuel de 120 000 €. Accord cadre conclu pour 1 an, à partir du 1er janvier 2023, reconductible 3 fois, donc 4 ans maximum. La commission d'appel d'offres s'est réunie donc le 16 décembre 2022, a étudié le rapport d'analyse des offres et a finalement procédé à l'attribution de l'accord cadre à l'offre économiquement la plus avantageuse, celle de l'entreprise AS Sécurité, André Stéphane Sécurité, entreprise abrésienne bien connue. Voilà, donc ceci exposé, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer l'accord cadre relatif à cette prestation de service de gardiennage et d'imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget. Merci Monsieur Lavial. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Ensuite, il s'agit de la mise à jour du tableau des emplois. Monsieur Lalande. Merci Madame le maire. Il faut toujours rappeler les fondamentaux. Le tableau des emplois récapitule l'ensemble des personnels titulaires ou non titulaires selon leur emploi, fonction ou catégorie statutaire. Donc ce tableau apporte une image de l'organisation de notre collectivité. Les principales modifications relèvent généralement de création, suppression de postes, mais aussi de changement ou transformation de groupes. Donc la mise à jour d'aujourd'hui concerne notamment la création d'un poste de responsable administratif financier en catégorie A pour le grade de sortie au pôle éducation famille et des changements de cotation de poste pour les autres modifications. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission compétente, d'approuver cette mise à jour du tableau des emplois au 6 février 2023. Merci Monsieur Lalande. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. La délibération suivante concerne donc la convention portant organisation d'un service commun de médecine préventive confié à la ville d'Orléans. Oui. Monsieur Lalande. Donc depuis 2013, un service de médecine préventive pour les agents des collectivités avait été mis en place, dont la gestion relève de la commune d'Orléans. Une convention de 2018 avait prorogé le dispositif à la majorité des communes métropolitaines et à l'École supérieure des arts et du design, afin de mutualiser finalement sur le territoire une offre médicale pertinente. Donc ce service de médecine préventive est composé d'une équipe pluridisciplinaire aux effectifs importants, 2 médecins, 1 à 80%, 4 infirmiers, 2 secrétaires, et sur demande du SNP, la possibilité de partage, d'avoir des sophrologues, psychologues, addictologues et même une diététicienne. Donc ce service exerce 2 types de missions principales, des actions vers le milieu professionnel, liées à l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, et à l'évaluation des risques professionnels. Également les études de poste, les campagnes de vaccination et l'élaboration d'un rapport annuel d'activité, les participations aux instances, au comité social d'administration. Deuxième type de mission, des actions de surveillance médicale des agents avec 3 types de visites. La visite d'information et de prévention. Vous savez que les agents bénéficient d'une telle visite au minimum tous les 2 ans, mais aussi les agents réintégrés après des congés maladie longs ou occupant des postes comportant des risques spéciaux ou des agents souffrant de pathologies nécessitant l'observation du médecin du travail.
Des visites également à l'initiative de l'agent. Alors tout agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail ou un membre du service de médecine préventive sans que l'administration en ait à connaître le motif. Et troisième type de visite à l'initiative de l'autorité territoriale, donc qui peut demander au médecin du travail de recevoir un agent et là elle doit informer l'agent de cette démarche. Il est donc proposé de renouveler la dernière convention de 2018 qui arrive à son terme pour une durée d'1 an reconductible par tacite reconduction au maximum 4 fois. Elle reprend donc les principes que je viens d'évoquer, mais également les conditions d'emploi des agents concernés, les conditions financières mises à disposition, le coût de la visite médicale qui est fixé désormais à 78 € avec une réévaluation de 2% par an, le coût des campagnes de vaccination, les modalités de suivi et d'évaluation en formation spéciale du CSA et enfin la convention bien sûr détermine comme habituellement les conditions de résiliation, de durée et de règlement des litiges. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis de la commission compétente, d'approuver la convention portant organisation d'un service commun de médecine préventive géré par la mairie d'Orléans à passer avec l'ensemble des communes de la métropole et l'ENSAD à compter du 1er avril 2023 et d'autoriser Madame le maire à signer cette convention à compter de la même date. Merci, Monsieur Lalande. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Vous avez donc en information l'état des décisions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur les décisions. Nous avons, s'il n'y en a pas, je passe du coup à la question qui a été envoyée par monsieur Renelier. Que je vais vous lire. Vous mettez alors, Madame le maire, chers collègues, vous mettez en avant dans votre communication une politique de service public, le patrimoine de ceux qui n'en auraient pas. Le patrimoine d'une collectivité, c'est avant tout ses agents, des agents fiers et heureux de travailler en équipe dans une bonne ambiance pour servir tous les administrés. Les Abrésiens nous ont rapporté que des agents en souffrance essaient d'appeler sans succès la psychologue du travail depuis le début de l'année 2023. Ces appels montrent des cas de souffrance au travail, encore bien présents dans notre collectivité, si besoin était. La souffrance au travail n'est pas acceptable dans n'importe quelle entreprise ou collectivité. Un service public de qualité ne peut pas fonctionner sereinement et efficacement avec des agents en souffrance, de mon point de vue, et de celui du CHSCT. Il était impératif, à tout le moins, de les écouter pour pouvoir la juguler. Je ne vous demanderai pas si vous-même au cours, j'imagine que c'est être au courant que cette difficulté persiste. C'est une question trop générale où un oui ne permettrait pas de se faire une idée des difficultés des agents. Les Abrésiens ont besoin de savoir, je serai donc factuelle dans mes questions, à quand remonte le dernier échange entre la psychologue du travail et la collectivité? À quand remonte la dernière demande d'échange entre les agents et la psychologue du travail? Pouvez-vous nous indiquer si le contrat de la psychologue du travail a été renouvelé et quand? Les agents ont-ils été informés de votre décision de poursuivre le contrat ou l'inverse? Et dans tous les cas, quand? Quelles actions concrètes ont été mises en place pour résoudre ce problème et quand ce problème qui dure sera résolu de votre point de vue? Par respect et bienveillance envers les agents, je sais que tout ne peut pas être dit publiquement pour des raisons bien évidentes, mais tous les élus du conseil ont besoin d'être informés, si nécessaire, en conseil municipal restreint. Par exemple, sans pointer un service en particulier, est-ce que le délai d'obtention des passeports à Saint-Jean-de-Bray est lié à ces difficultés et quels sont les services touchés? Alors, concernant le lien avec la psychologue, c'était dans le cadre et vous le savez bien, puisque membre de l'ancien CHSCT, nous avions tous les ans, en tout cas, un rapport de la psychologue. D'ailleurs, sur le tout dernier de l'année 2022, elle était venue nous faire son bilan, nous rendre compte de son bilan d'activité, évidemment sans préciser les agents concernés, puisque cela relève évidemment du secret médical.
À côté de cela, il y a eu, puisque l'accompagnement avec Actiforce, c'est cet organisme-là par lequel nous passions et avec lequel nous avions donc contrat pour la mise à disposition de cette psychologue, l'accompagnement prenait fin donc le 30 novembre 2022. Donc la question de son renouvellement se posait. Il y a donc eu un bilan de l'activité du groupe RPS et de son fonctionnement, de ses forces, de ses faiblesses. Force est de constater qu'il est remonté moins de forces et plus de faiblesses quant au fonctionnement et même aux actions finalement mises en place par la psychologue. Je ne dis pas que son intervention n'était pas nécessaire. Il est nécessaire d'avoir une psychologue à disposition pour les agents. Mais le constat n'était pas positif. Donc il a effectivement été décidé que le groupe RPS tel que l'on le connaissait précédemment devait changer de format. Il a été aussi décidé de ne pas reconduire la collaboration avec le cabinet Actiforce et avec la psychologue. Cette décision-là, elle a été prise en comité du personnel début décembre. Et donc, il a été aussi également acté de lancer une nouvelle consultation pour faire intervenir une psychologue du travail au sein de la collectivité. Je disais la nécessité d'avoir un professionnel de santé qui puisse être en contact direct des agents. Nous avions là une difficulté parce que des agents, nous avions aussi le retour d'agents qui n'osaient pas appeler soit la psychologue, soit faire appel au groupe RPS parce que ayant peur de récupération. Et ça, on n'est pas effectivement dans un accompagnement serein des agents. Et il faut qu'on puisse être en capacité de garantir aux agents une liberté de saisine d'une psychologue si ils en jugent, en tout cas s'ils jugent que c'est nécessaire pour eux. Donc Actiforce a été informé début janvier et le groupe RPS a été aussi informé lors de sa dernière réunion le 24 janvier. Les membres du CODIR, donc l'ensemble des directeurs de la collectivité a aussi été informés et dans le temps en fait de renouvellement et avant de pouvoir relancer les travaux avec une psychologue, en tout cas le recrutement d'une psychologue, les agents, et ça a été présenté, il y a un service de médecine préventive, ils peuvent effectivement contacter le service de médecine préventive, donc c'est l'information qui leur a été donnée pour qu'il puisse y avoir dans ce laps de temps une solution pour eux. Pour l'exemple que vous donniez, vous indiquez que non, ce n'est pas dû à ça. Vous pointez le service d'obtention, en tout cas pour la procédure d'obtention de passeport. Si on a un embouteillage sur ce service-là, il n'est pas dû à des questions relatives au bien-être ou au mal-être des agents dans la collectivité. Il est principalement dû à la période sanitaire que nous avons connue avec des déplacements qui se sont arrêtés. C'est le cas à Saint-Jean-de-Brême et c'est le cas dans toutes les collectivités où, passé cette période-là, les personnes se remettent à voyager et s'aperçoivent que leurs documents passeport ne sont plus valides. Et on a cet embouteillage-là dans quasiment toutes les collectivités qui ont un dispositif de recueil des demandes des cartes nationales d'identité et des passeports. Nous, à Saint-Jean-de-Bray, on en a un. Sur le territoire est de la métropole, Chessy en a un également. Et quand on regarde, parce qu'il y a une plateforme, quand on regarde sur la plateforme, pour prendre des rendez-vous, à l'échelle métropolitaine, les premiers rendez-vous sont en mai. Donc on sait que c'est une difficulté et il y a cette volonté, de toute façon, aussi. Alors après, on ne peut espérer qu'avec la remise en
en ordre des différents papiers d'identité, carte nationale d'identité et passeport. Au fur et à mesure, on va retrouver le fonctionnement que l'on connaissait avant, et du coup réduire les délais de rendez-vous. Après, ça ne dépend pas uniquement des municipalités, puisque le traitement, il est renvoyé sur les préfectures, qui, elles aussi, ont un délai de traitement qui se voit parfois allongé du fait de la recrudescence des demandes ces derniers mois. Voilà pour vous donner des éléments de réponse. J'ai une dernière information. C'est une obligation, donc je vous informe avoir décidé de mettre fin au détachement de M. Aboubakri Sall sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint qu'il occupait. Voilà, nous en avons terminé avec l'ordre du jour du Conseil municipal. Et je recherche la date à la fin des décisions, normalement, et nous nous retrouvons le 3 mars à 18h. Voilà, merci à toutes et tous et bonne soirée.